De numéro 2 à numéro 1, le rêve de notre invité ce soir, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc, prendre la tête du Parti Socialiste à l'automne. L'UMP connaît la guerre des chefs. Est-ce que vous lancez la guerre de succession avant l'heure, sachant que Martine Aubry partira en octobre si les conditions sont réunies, a-t-elle précisé. Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous de Preuve par 3, nous rejoindra et vous interrogera dans une quinzaine de minutes sur les échéances électorales d'abord pour le Parti Socialiste, bien sûr les législatives, et puis Perrine Tarnot de Public Sénat sera là pour percer bien les secrets de cette ambition déclarée, Harlem Désir. D'abord, la concertation sociale lancée à Matignon, à contretemps, dit Jean-François Copé pour l'UMP. On ne parle pas de la relance de l'emploi, dit-il, puisque la compétitivité n'est pas au programme de ces échanges avec les syndicats. Pour l'UMP et M. Copé, le fait de consulter les syndicats, d'écouter, de dialoguer, c'est toujours un contretemps. Mais je crois que c'est une faute d'appréciation. Nous avons un gouvernement qui est dans l'action, avec, on l'a vu, le ministre du redressement productif qui s'est rendu immédiatement après sa prise de fonction à la rencontre des salariés sur les sites industriels menacés de fermeture. Nous héritons quand même d'une situation d'abandon de l'industrie française. 350 000 emplois industriels qui ont été perdus pendant les 5 ans du mandat de Nicolas Sarkozy. Un ministre, M. Besson, qui avait disparu au moment de la passation de pouvoir et qui a laissé des situations sans réponse. Et en même temps, il faut la concertation. Et donc, Jean-Marc Ayrault, c'est la méthode. La compétitivité, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il faudrait aussi un agenda de la croissance? D'abord, il y a une réponse d'urgence à apporter pour les situations d'entreprises qui sont menacées de liquidation, de restructuration brutale. Le gouvernement a raison d'avoir un dialogue ferme avec ces directions d'entreprise. Et vous savez aussi qu'il y a des propositions qui ont été avancées, qui seront mises à l'examen de l'Assemblée nationale dès qu'elle sera élue, sur les licenciements boursiers qu'il faudra renchérir, sur l'obligation pour une entreprise de donner la possibilité à un repreneur de reprendre un site si ce site est rentable et non pas de le geler. Mais il y a aussi, c'est vrai, après, sur le long terme, à apporter des réponses en termes de soutien au financement des entreprises. Ce sera la Banque publique d'investissement, en termes de formation des salariés tout au long de leur carrière pour leur permettre de se mettre au plus haut niveau de qualification, en termes d'évolution de la fiscalité des petites et moyennes entreprises. Le souci de rendre notre économie compétitive est bien là. Il est bien là quand on parle d'emploi, quand on parle de niveau quand on parle de départ à la retraite, mais aussi de maintien dans l'emploi des seniors, quand on va parler du contrat de génération et donc d'emploi des jeunes et de maintien des seniors. Donc oui, il ne faut pas opposer la concertation qui a lieu aujourd'hui sur les sujets sociaux et une approche économique nouvelle qui veut faire le redressement économique, financier, mais dans la justice sociale. Alors, la compétitivité de l'économie, c'est celle des entreprises, Harlem Désir. Et Laurence Parisot a calculé, elle a fait le total. 22 milliards d'euros de charges nouvelles pour les entreprises dans le projet présidentiel de François Hollande. Et elle dit c'est intenable. Je crois que Mme Parisot se trompe, car dans la période précédente, les petites et moyennes entreprises, en particulier, ont très peu bénéficié d'un certain nombre de dispositifs. Je pense au crédit impôt recherche, par exemple, qui a été essentiellement absorbé par les très grands groupes. Or, ce qui doit faire la force de notre économie, on voit bien la comparaison avec l'Allemagne, c'est justement de rattraper notre retard en matière de développement de ce tissu. 22 milliards de charges supplémentaires sur les entreprises, des charges sociales et puis des impôts. Voilà ce qu'elle dit. Mais elle dit on ne pourra pas faire c'est pourquoi face. je citais cet exemple. Il y aura, par exemple, pour le crédit impôt recherche, une réorientation de ces aides, moins en direction des grandes entreprises, des grands groupes qui ont absorbé l'essentiel de ces soutiens, et davantage en direction des petites et moyennes entreprises. Donc, si Mme Parisot veut dire que les grands groupes boursiers, par exemple, que les grands groupes bancaires, qu'un certain nombre de groupes du CAC 40 seront soumis davantage à contribution aussi pour l'impôt du bénéfice sur le bénéfice des sociétés. Vous savez qu'en moyenne, ils payent 8% parce qu'ils bénéficient de toutes sortes d'exonérations. Les peuvent absorber ces impôts supplémentaires. La priorité, c'est d'aider effectivement à la relance de l'outil industriel. Ça ne veut pas dire que les grands groupes ne jouent aucun rôle, mais il y a derrière toute la sous-traitance, il y a toutes les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas été soutenues. Quand par exemple on propose, c'est la proposition de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, de moduler le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de telle sorte que les petites et moyennes entreprises aient un taux réduit à 15%, les moyennes à 30% et les grandes à 35%, ça veut dire que les grandes seront davantage mises à contribution, mais elles auront les moyens et que les petites seront soutenues. On a compris sur la fiscalité qui va être alourdie, on a compris la répartition au profit des petites entreprises. C'est elle qui crée de l'emploi. C'est là qui crée de l'emploi, j'allais le dire, effectivement, Harlem Désir. Alors, il y a des charges supplémentaires qui vont peser là sur toutes les entreprises, les petites comme les grandes. C'est pour financer la retraite, le retour partiel de la retraite à 60 ans.
Alors là, je cite encore Laurence Parisot, elle a fait le calcul, pas seulement pour les entreprises d'ailleurs, mais pour les salariés. Elle estime que ça va leur coûter 120 euros net par an. Et c'est vrai que quand on touche le SMIC, qui va être revalorisé petit à petit, précise Martine Aubry, c'est lourd. Alors, le décret qui est en préparation, qui va aussi faire l'objet d'une consultation avec les syndicats aujourd'hui, entre Jean-Marc Ayrault donc, et les organisations syndicales et d'employeurs, c'est la mise en œuvre d'un engagement de campagne de François Hollande. Rétablir une justice pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont leurs annuités de cotisation. Non, mais ça va coûter cher en pouvoir d'achat. Il y aura une discussion pour savoir comment on le finance. La proposition a déjà été faite, que ce soit par une augmentation de 0,1% des cotisations salariés et employeurs pendant les années qui viennent, que soit financée cette mesure de justice sociale qui concernera, selon les modalités qui vont être retenues, la prise en compte par exemple des congés maternité, des périodes de chômage, environ 100 000 ou peut-être un peu plus de salariés. C'est une mesure de justice. Oui, mais par ailleurs, vous savez qu'il faudra aussi rediscuter de l'ensemble de la réforme des retraites. Car contrairement à ce qui avait été prétendu par le gouvernement précédent, le système des retraites n'est toujours pas à l'équilibre financier. Absolument. Et puis, il faudra prendre en compte les carrières des femmes, il faudra prendre en compte la pénibilité. Mais donc c'est vrai que nous héritons, dans le domaine des retraites, d'un dossier qui n'a pas été réglé, contrairement à ce qu'avait prétendu Nicolas Sarkozy. Il va falloir passer à la caisse. Donc les entreprises et les salariés. Mais je note d'ailleurs... Non, mais je voudrais juste noter une chose, c'est que le financement des retraites, nous y avions beaucoup insisté lorsque nous avions présenté notre contre-proposition et que le gouvernement, malheureusement, n'avait pas accepté d'en discuter. Le financement des retraites, il dépend beaucoup du niveau de l'emploi, du niveau de l'activité. Si vous avez, comme c'est le cas aujourd'hui, des seniors au-delà de 55 ans qui, à près de 50%, ne sont plus dans l'emploi, ou quand ils sont au chômage, ne retrouvent plus une place dans l'entreprise, eh bien vous aggravez le déficit du système de retraite. Quand vous avez une politique volontariste, comme celle que proposent François Hollande et Jean-Marc Ayrault, d'emploi des seniors, d'emploi des jeunes, vous recréez une dynamique de croissance, vous recréez des cotisants, et donc vous contribuez aussi à un équilibre sans forcément avoir à augmenter considérablement les cotisations. Il y a un pari sur l'avenir dans ce que vous dites, évidemment, Harlem Désir, mais vous dites... Il y a une stratégie de croissance qui contribue à l'équilibre des systèmes sociaux. Vous avez dit la retraite à 60 ans, retour partiel, c'est l'une des promesses. Mais on attend, vous le savez, pour après les législatives, l'audit de la Cour des comptes. Et là, on se dit, ça va être la douche froide. Parce qu'on va sans doute découvrir peut-être des dérapages dans les finances publiques qui vont peut-être devoir obliger le nouveau pouvoir installé depuis quelques semaines à réviser un petit peu ses ambitions. Vous le savez, vous le redoutez. Pour l'instant, on n'en parle pas. Nous avons besoin de cet audit de la Cour des comptes qui a été demandé par Jean-Marc Ayrault. Comme nous avons eu un coup de frein sur les promesses. Mais non, mais comme nous avons eu besoin, quand Arnaud Montebourg est entré en fonction, d'avoir la communication de l'ensemble des dossiers de restructuration industrielle, parce que, visiblement, tout n'avait pas été annoncé. Vous avez vu que dès le lendemain de l'élection présidentielle, la Commission européenne a publié des prévisions de croissance pour 2013 qui se sont avérées inférieures à celles sur lesquelles le gouvernement travaillait. Donc on va être confronté à des chiffres qui sont sans doute difficiles, la situation est mauvaise, on est en récession, c'est ce que dit Martine Aubry. Donc on se dit qu'il y aura des coupes budgétaires qui n'ont pas été prévues aujourd'hui. Ça signifie d'abord qu'on doit travailler dans un contexte qui est celui, effectivement, d'une situation économique qui est le produit des politiques antérieures en France et en Europe. Et il y a 3 piliers à l'action qui va être menée. Le redressement économique, il y a des finances publiques, il y a des engagements qui ont été pris, ils devront être tenus. La justice sociale dans les efforts, on l'a évoqué. Personne ne peut faire croire qu'il n'y aura pas d'efforts à faire. Simplement, ce n'est pas le choix de la TVA antisociale, qui était le matraquage des classes moyennes, c'est le choix d'efforts répartis, de telle sorte que ce soit les plus hauts patrimoines, les plus hauts revenus, ceux par exemple qui étaient en train d'échapper à l'impôt de solidarité sur la fortune, qui soient soumis le plus à contribution. Et puis, il y a un troisième objectif, c'est celui de financer les priorités, préparer la rentrée scolaire de telle sorte qu'il y ait à nouveau des élèves en face, qu'il y ait à nouveau des enseignants en face des élèves, soutenir les PME. Eh bien, cet audit, il va nous donner... Vous le redoutez? Non, on ne le redoute pas. L'exercice de vérité. On en a besoin de cet exercice de vérité pour que les décisions économiques correspondent à la situation dont nous aurons hérité. Non, mais cela ne fait que c'est le prélude à la révision de certaines promesses électorales. Non, cela ne fait que souligner à quel point François Hollande a eu raison dans ses premiers rendez-vous internationaux, au G8,
au Conseil européen, dans le rendez-vous auparavant avec Mme Merkel à Berlin, de mettre la question du soutien à la croissance au cœur de l'agenda européen et international. Je vous reposerai la même question que tout à l'heure. C'est bien de soutenir la croissance, c'est bien les eurobonds pour des projets, c'est bien la Banque européenne d'investissement, mais ce n'est pas forcément ce qui rend notre économie plus compétitive. Non, il faut dire une vérité, Michel Grossior. La réalité, c'est que le soutien de Mme Merkel à M. Sarkozy a été la contrepartie de concessions diplomatiques graves de la part de la France, qui a renoncé à se battre, comme elle aurait dû le faire, sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, sur les eurobonds, sur la taxe sur les transactions financières, sur le traité d'austérité. Oui, mais il faut un nouvel agenda, et c'est la force de François Hollande, grâce au mandat qu'il a reçu des Français, que d'être parvenu, vous l'avez vu en quelques semaines, à faire en sorte que la discussion porte maintenant sur les outils de soutien à la croissance. Il faut lui donner des droits d'auteur, on a l'impression à François Hollande. En tout cas, il faut lui donner. Vous savez, c'est le Spiegel lui-même, j'ai là la citation, qui disait il y a quelques jours que le sommet qui vient de se dérouler à Bruxelles est le premier depuis plusieurs années au cours duquel Mme Merkel n'a pas dominé les débats. Ça change quand la voix de la France est entendue, parce que la France, avec la légitimité que le suffrage universel vient de nous donner à son nouveau président, apporte une autre orientation, qui est d'ailleurs soutenue par beaucoup d'autres maintenant chefs d'État et de gouvernement. Il faut que nous nous donnions les moyens de relancer la croissance. Sinon, on ne sauvera pas la Grèce, on ne sauvera pas l'Espagne, et on ne se donnera pas les moyens d'un continent qui réponde aux attentes de ses citoyens. À Bercy s'est installé le tandem Moscovici-Cahuzac. C'est très gauche moderne, quand même, Harlem Désir, très Rocardo-Strauss-Kahnien. Ça vous rassure? En tous les cas, ça peut en rassurer certains. Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac sont à la fois des gestionnaires sérieux, ce sont des personnalités qui ont une grande compétence budgétaire reconnue, mais ce sont aussi des hommes qui ont une approche économique. Et donc, il ne faut pas opposer dans leur démarche, qui va être celle de respecter nos engagements, la nécessité du désendettement. Nous ne voulons pas être pris à la gorge par les marchés, comme d'autres pays, avec une vision du soutien à la croissance. Et puis, plus qu'un duo, moi je dirais qu'il y a un quatuor ou un quintet à la tête de la politique économique. Parce qu'il y a aussi Arnaud Montebourg, parce qu'il y a Benoît Hamon qui s'occupe de l'économie sociale. Du gouvernement, non, mais je crois que ce serait réducteur d'opposer le ministre des Finances et du Budget au ministre du redressement productif ou de l'économie sociale et solidaire. Ils vont évidemment travailler ensemble avec le Premier ministre, à la fois à la bonne gestion, je l'ai dit, mais aussi à la relance de l'activité. Et donc, notamment au soutien aux petites et moyennes entreprises. On va parler des législatives, de votre ambition personnelle et collective pour le Parti socialiste, évidemment, Harlem Désir, mais on parlait de l'emploi, qui est la préoccupation numéro un, bien sûr, de tous les Français. On s'inquiète parce qu'avec cette déferlante de plans sociaux, qui d'ailleurs est un peu trompeuse, parce que c'est moins de 10% des inscriptions à Pôle emploi aujourd'hui relèvent de ces plans sociaux. Et il y a d'autres licenciements, d'autres fins de contrat partout ailleurs, notamment dans les PME. Et ça, peut-être qu'on le voit moins ou on en parle moins. Mais je vois que le Parti communiste français demande un moratoire sur les plans sociaux. Et en fait, l'a dit Pierre Laurent, une condition pour entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez à Pierre Laurent? D'abord, le Premier ministre a répondu à Pierre Laurent, qui s'est adressé à lui, en lui disant que dès l'élection législative, et je rappelle qu'elle a lieu là, demain, et d'ailleurs j'invite les Français à cocher cette date dans leur agenda, car je crois qu'ils veulent donner une majorité d'action à François Hollande, mais qu'il faut dire que ça se joue le 10 et le 17 juin. On va en parler, on verra quelle est l'ampleur d'après les sondages. Moi, en tout cas, je la souhaite. Alors, qu'est-ce que vous répondez d'abord au Parti communiste qui pose ces conditions? Ce que nous répondons, ce que Jean-Marc Ayrault a répondu lui-même, c'est que seront mis à l'examen en particulier 3 mesures. Une mesure sur les licenciements boursiers. Nous partageons cette préoccupation avec le Parti communiste. Il faudra les renchérir. Mais le moratoire, c'est pas possible, quoi. Oui, mais il faudra surtout adopter des mesures immédiatement pour qu'elles puissent être effectives dès la fin de la session. Oui, le moratoire, dit le Parti communiste. Oui, mais ce qu'il faut, c'est adopter une loi. Et donc, pour adopter une loi, il faut qu'il y ait une assemblée. Deuxièmement, une disposition, je l'ai dit, mais c'est très important, pour obliger un groupe qui veut fermer un site industriel qui est rentable à le céder à un repreneur. Vous savez que nous menons la bataille, en particulier Arnaud Montebourg a été voir les Fralib à Marseille. Et puis, troisièmement, la Banque publique d'investissement qui sera à l'ordre du jour de la session de cet été pour qu'il y ait ces outils de soutien aux entreprises. Ok, c'est la réponse au Parti communiste qui est un petit peu encore sur la réserve, qui en vaudrait plus. On va parler donc des législatives, de votre ambition pour la tête du PS. Vous avez montré votre savoir-faire lors de l'organisation des primaires, socialistes et citoyennes, Harlem Désir. Mais avant d'accueillir Suzette Bloch de l'agence France-Presse, on voit quelles sont les visées du Parti socialiste. Une majorité absolue, ça serait quand même beaucoup plus pratique pour vous. On voit ça avec Mounir Soussi.
Si l'Élysée représente la première marche vers le changement promis par François Hollande, la seconde se trouve derrière ses colonnes au Palais Bourbon. Pour appliquer le programme présidentiel, une majorité nette dans cet hémicycle est indispensable aux socialistes. Il faut que le PS passe de 204 à 289 élus pour obtenir la majorité absolue. Un défi difficile qui oblige à composer avec des alliés à l'appétit aiguisé. Actuellement, 3 députés verts siègent à l'Assemblée nationale. Europe Écologie Les Verts en espère une vingtaine à l'issue de ce scrutin. Moi, je souhaite que les socialistes soient forts et que les écologistes soient forts, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans la majorité. La présence de 2 écologistes au gouvernement oblige les Verts à une certaine solidarité, contrainte dont le Front de gauche s'est affranchi. Il n'y a pas eu d'accord avec le Front de gauche, essentiellement d'ailleurs par un désaccord avec le Parti de gauche, je le regrette. Le parti de Jean-Luc Mélenchon espère dépasser les 22 sièges actuellement occupés par l'extrême gauche, mais surtout peser de l'extérieur sur la politique du gouvernement. Nous sommes une force autonome et conquérante. Nous cherchons à convaincre sur notre orientation une majorité des électeurs. Et ce sont les électeurs qui arbitrent et qui décident qui doit l'emporter, qui est devant. Face à ces turbulents voisins, le PS se met en ordre de bataille. Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, les 2 anciens rivaux pour Matignon, sont forcés de mener campagne côte à côte. Le parti veut à tout prix éviter une démobilisation de l'électorat, car la victoire est loin d'être acquise. Je suis persuadé que chacun prendra ses responsabilités. Et puis les électeurs en particulier. Je pense que pour eux, la meilleure garantie de savoir que la gauche peut gagner et être majoritaire à l'Assemblée, c'est de voter pour les candidats qui soutiennent François Hollande. Vous savez, quand il y a un doute comme celui-là, le vote utile, ça veut dire quelque chose. Une vague rose n'est pas garantie dans cette élection. Dans les derniers sondages, PS et UMP restent au coude à coude. Voilà, Suzette Bloch de l'agence France Presse nous a rejoint. Bonsoir Suzette. Bonsoir. Beaucoup de questions à Harlem Désir. Des tas de questions pour le coordinateur de la campagne. Alors, bonsoir. Un sondage indique aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de vague rose. Une majorité relative, ça vous embêterait beaucoup. Ça serait difficile pour vous. Je crois qu'il faut que les Français donnent les moyens au nouveau président de la République, dont je crois qu'ils ont apprécié les premiers pas, et au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, de mettre en œuvre le changement pour lequel ils se sont prononcés le 6 mai. Donc moi je dis aux électeurs, et c'est ce que nous disons dans cette campagne, ne vous laissez pas voler votre victoire. Prenez garde, parce que les plus mauvais coups, la droite, Copé, Fillon, les réservent aux Français. S'il y avait demain une majorité UMP à l'Assemblée, ce serait une majorité pour mettre en œuvre cette hausse de la TVA et ce matraquage du pouvoir d'achat des Français, ce serait renoncer aux mesures de justice sur la retraite, ce serait renoncer au soutien aux PME avec la banque publique, ce serait renoncer à une nouvelle politique scolaire et ce serait la reprise de la casse de l'éducation nationale et de la suppression des postes. Donc nous disons aux Français, si vous voulez que François Hollande puisse mettre en œuvre sa politique de changement, de justice... Pour cela, il faut une majorité absolue ou relative ? Il faut pour cela une majorité nette, une Non, majorité absolue, large de soutien. Le mot est tabou. Il faut une majorité absolue de la gauche et de ceux qui soutiennent le projet de François Hollande. Nous travaillerons avec toute la gauche. Nous voulons travailler avec les écologistes, avec le Front de gauche, et la main est ouverte à tous ceux qui veulent permettre la mise en œuvre de ce programme de changement que les Français ont choisi le 6 mai. Mais vous avez des alliés quelque peu turbulents. Ça serait une majorité absolue, serait quand même nécessaire pour vous, d'autant plus qu'au Sénat, vous n'avez pas la majorité absolue. D'abord, je crois que nos relations avec nos partenaires sont infiniment meilleures que les relations que peuvent avoir Copé et Fillon au sein de la même formation politique aujourd'hui. À gauche, mais bon, d'accord. À gauche, on se parle, à gauche, on s'épaule, à gauche, au second tour des législatives dans chacune des circonscriptions, tous se réuniront derrière le candidat arrivé en tête au premier tour. Et d'ailleurs, je dis à nos partenaires 2 mots, respect et unité. Les Français apprécient la diversité de la gauche, mais ils n'aiment pas la division de la gauche. Et ils veulent la gauche victoire. Ils l'ont voulu pour les élections présidentielles du 6 mai et ils la voudront pour les élections législatives. Oui. Et la gauche victoire, c'est le soutien au candidat de la majorité présidentielle dès le premier tour. Et c'est ne rien faire, ne rien dire qui puisse gêner le rassemblement au second tour de toute la gauche derrière le candidat le mieux placé. Vous parlez de division vis-à-vis de vos partenaires, mais on peut se poser la question dans votre propre parti, parce qu'il y a un nombre incroyable de dissidences et l'image est un peu brouillée pour les Français, ils ont du mal à s'y retrouver. Il y a aussi des ministres comme Arnaud Montebourg qui soutiennent certains dissidents. Que se passe-t-il là ? Vous savez, à chaque élection, il y a des dissidences. Ce sont des phénomènes qui se produisent, ils sont minoritaires, mais ils existent. Bien, vous le savez, à chaque fois qu'un candidat se présente face
au candidat ou à la candidate investie par le Parti socialiste, il se met en dehors du Parti socialiste. Donc dans chaque circonscription, il n'y a à la fin qu'un seul candidat du Parti socialiste, de la majorité présidentielle, et c'est celui-ci que nous invitons chacun à soutenir. Parmi ces dissidents, vous en avez un de poids qui s'appelle Jean-Pierre Koucheda, qui est le patron de la plus grosse fédération du Parti socialiste, le Pas-de-Calais. Martine Aubry a dit qu'il allait être exclu. Il va être exclu ce soir au Bureau national ? Les règles s'appliquent pour chacun. D'ailleurs, Jean-Pierre Koucheda n'est pas le patron de cette fédération. C'est Catherine Génisson, la sénatrice, qui est la première secrétaire de cette fédération. Il est très implanté, il est soutenu par tous les caciques locaux du Parti socialiste. Hein. Il y a un candidat, et c'est ce candidat, Nicolas Baïs, qui est aujourd'hui porteur de nos couleurs. Donc M. Koucheda va être exclu comme les autres Comme tout dissident, c'est une règle générale qui s'applique dans cette fédération. Ce soir au Bureau national elle s'applique à la prochaine réunion, absolument. Mais alors vous avez peut-être là, vous donnez peut-être des armes à certains de... Alors je ne sais pas si on va dire c'est votre allié ou votre adversaire, mais Jean-Luc Mélenchon, qui dit, lui, dans le même département, qu'il représente la gauche sans complexe et sans casserole. Vous lui donnez raison? Non, mais je crois que là encore, il faut éviter les polémiques. Dans cette Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon? Je réponds d'abord que... Qui attaque aussi son adversaire socialiste, M. Kemel, et lui dit qu'il a triché pour être investi. Je ne permets pas à Jean-Luc Mélenchon de développer ses allégations. Philippe Kemel est notre candidat, il est investi par les militants, il est maire d'une commune de cette circonscription, dans laquelle il y a également Hénin-Beaumont, qui était une circonscription de gauche, et des sondages ont été faits qui montrent d'ailleurs que Philippe Kemel, au second tour, ferait le meilleur score face à Marine Le Pen. Mélenchon, il tape sur le PS, sur le thème des affaires. Moi, je suis la gauche sans casserole. Qu'est-ce que vous répondez? Encore une fois, je crois qu'il faut que nous évitions à gauche ce type de relations. Personne n'a de leçons à donner aux autres. Ce sont les électeurs qui, dans chaque circonscription, diront quel est le candidat de gauche qu'ils souhaitent pour les représenter, et tous nous retrouverons. Donc, c'est pas la peine de tenir aujourd'hui des propos inutilement polémiques. Pourquoi vous n'avez pas investi le monsieur propre du PS, René Dosière? René Dosière est un excellent parlementaire que nous avons tous apprécié, qui a d'ailleurs participé aux travaux du groupe socialiste. Vous lui rendez mal, parce qu'il n'est pas investi, et là il y a un débat. Il est un candidat divers gauche, comme il l'avait été la dernière fois, mais que ne nous aurait-on dit si nous avions invalidé la désignation par les militants socialistes du candidat qui a été choisi dans cette circonscription? Il y a eu une proposition, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Non, il y a eu une proposition qui a été faite à René Dosière de prendre ce candidat comme suppléant. Il ne l'a pas souhaité, donc ils se présentent tous les deux au premier tour. Et au second tour, je peux vous assurer qu'ils se retrouveront pour que cette circonscription reste à gauche. C'est une décision de Martine Aubry? Les décisions que nous prenons au Parti socialiste, elles sont prises par l'ensemble des socialistes, et encore une fois, elles ne mettent pas en cause notre amitié pour René. Vous ne pensez pas que ça donne une image un peu brouillée pour les Français? On peut prendre les circonscriptions une par une, comme vous l'avez mentionné vous-même. Non, je crois que les Français... figures quand même... Bien sûr, marquantes. Ce que souhaitent les Français, c'est que demain, il y ait une majorité pour soutenir François Hollande et Jean-Marc Ayrault, pour mettre en œuvre les mesures sur l'emploi, mettre en œuvre les mesures sur l'école, mettre en œuvre les mesures sur la justice fiscale. Dans chaque circonscription, il y a un candidat qui porte les couleurs de la majorité présidentielle, et ce projet, eh bien, nous invitons les électeurs à l'élire pour que François Hollande et Jean-Marc Ayrault puissent agir. Oui, vous serez peut-être plus à l'aise pour commenter alors ce qu'on dit à droite, là, parce qu'on vous sent un peu gêné, évidemment, sur certaines affaires au Parti socialiste. Mais je voudrais souligner surtout que ces dissidences sont marginales, elles ne représentent même pas 10% des circonscriptions, ça a toujours été le cas. Parfois, elles sont emblématiques, comme René Dosière. Regardez, là, je voulais vous parler de l'UMP. Jean-Pierre Raffarin a déclaré ce week-end que... ça va être difficile pour l'UMP, mais qu'un événement international peut toujours survenir, et il dit avec des ministres capables de tous les dérapages. Qu'est-ce que vous répondez à l'ancien Premier ministre? Je réponds à l'ancien Premier ministre que franchement, c'est pas de son niveau. Que l'UMP aujourd'hui, c'est 0% de propositions, 100% de polémiques. La moitié du temps, ils polémiquent contre nous, l'autre moitié du temps, ils polémiquent entre eux. Et finalement, il ne leur reste qu'une chose pour essayer de se réunir, c'est, même s'ils ont joué Embrassons-nous Folleville ce week-end, alors qu'en réalité, c'était règlement de compte à hockey choral, c'est d'essayer d'alimenter la détestation, la caricature ou la haine de la gauche, du Parti socialiste, de François Hollande. Maintenant, il en est à espérer des couacs. Moi, je n'aime pas beaucoup cette idée d'une opposition qui non seulement internationaux mais qui semble jouer contre son propre pays. J'ai même entendu Monsieur Copé nous dire il y a quelques jours qu'il fallait choisir entre la Grèce et l'Allemagne, comme si la France devait être absolument alignée, comme si c'était un petit pays. Non, ce qu'a montré François Hollande, c'est que la France sur la scène internationale, puisque Monsieur Raffarin évoquait la scène internationale,
internationale. Elle a joué sa propre partition parce qu'elle est attendue. Elle est attendue par l'Italie, elle est attendue par l'Espagne, elle est attendue par les États-Unis. Vous avez vu que Barack Obama a finalement poussé dans la même direction que François Hollande au G8 pour que notre pays soit une voie qui aide au redémarrage d'une Europe solidaire, d'une Europe de la croissance et d'une Europe de l'emploi. Bien sûr, mais il y a aussi une autre question que se posent les électeurs, c'est François Bayrou. François Bayrou a fait un geste en votant qu'il a qualifié de difficile en votant Hollande. Et vous ne lui faites aucun cadeau. Vous maintenez la candidate. C'est pas très élégant. Le choix qu'a fait François Bayrou au second tour de l'élection présidentielle était un choix courageux. C'est un choix qu'il a défini lui-même comme un choix à titre personnel, d'homme libre sur les valeurs. Et il a dit qu'entre Nicolas Sarkozy et l'UMP qui était en train de déraper, même c'était ses mots, introduisait une forme de violence dans le débat politique en désignant, en stigmatisant des boucs émissaires et François Hollande. Il a choisi François Hollande. Il a dit aussi, moi, je crois qu'il faut respecter cette liberté qui a été celle de François Bayrou, qu'il ne se sentait pas engagé par le programme, par les propositions de François Hollande, en particulier par la politique économique et sociale de François Hollande. Et donc il n'a rien demandé en échange. Et dans sa circonscription, il est normal que, comme dans toute circonscription, nous présentions une candidate, Nathalie Chaban, qui porte le projet de François Hollande pour aller le défendre à l'Assemblée nationale. Maintenant, si François Bayrou se retrouvait au second tour, par hypothèse, face à un candidat à UMP, nous verrions ce qu'il convient de faire. Mais il est normal qu'au premier tour, nous souhaitions... Il sera battu par la candidate socialiste, et donc il ne sera pas à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va manquer s'il est battu à la vie politique française ? Ce dont nous avons besoin, nous, c'est que dans cette circonscription, comme dans les autres, notre candidate fasse le meilleur score. Nous pensons qu'elle sera au second tour et qu'elle pourra apporter son soutien au programme de François Hollande à l'Assemblée nationale. C'est pas quand même un handicap pour demain, on ne sait jamais, de voir... Mais le leader centriste, je respecte le choix qui a été fait. Vous le savez, disent qu'il y a un manque d'élégance de la part du Parti socialiste. Je vous l'ai dit, si François Bayrou se retrouvait face à l'UMP, évident que nous aurions à discuter de cette situation. Mais je crois que notre candidate sera au second tour parce que les électeurs dans cette circonscription souhaitent la mise en œuvre du projet de François Hollande. Donc il manquera s'il est battu à la vie politique. Mais François Bayrou lui-même n'a pas voulu conditionner son choix de l'élection présidentielle à un marchandage politique. Maintenant, il est candidat dans cette circonscription et c'est tout à fait normal. Il vous tendait la main. Il a regretté votre réponse. Moi, je ne l'ai pas entendu dire cela. Je l'ai entendu respecter. Non, mais ses proches l'ont dit très clairement. Peut-être, mais nous respectons sa liberté. Une petite question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va parler des ambitions personnelles d'Harlem Désir. C'est vrai, mais on va faire la transition, bien sûr. Oui, donc c'est la succession à la tête du PS. Martine Aubry a dit qu'elle avait une petite idée sur son remplaçant. C'est vous ? Elle vous le dira le moment venu. Et je crois qu'elle a dit aussi que pour l'instant, nous étions totalement dans l'élection législative. Moi, je suis totalement à ses côtés, en charge de la coordination de cette campagne. Oui, mais elle en parlait elle-même, et vous-même, vous en avez parlé. Oui, je réponds aux questions. Vous avez dit que vous étiez disponible, mais vous étiez candidat à la succession. Je ne l'ai jamais caché, et donc on m'avait posé la question déjà avant les élections présidentielles. Je l'ai confirmé. Comme je l'ai fait au moment de l'intérim, Michel Grossior le rappelait tout à l'heure. Moi, j'ai fait le choix depuis plusieurs années d'être au service des militants du Parti socialiste. Je crois que le Parti socialiste a un rôle extrêmement important à jouer dans la période qui vient pour assurer la réussite du mandat de François Hollande et de l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et donc, nous verrons après les élections législatives, au moment où la question se posera, au moment de notre congrès, ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, vous freinez pas, là, des cas de fer, là. Vous êtes toujours candidat. Je vous confirme totalement. Ah bon, non, mais vous n'êtes pas dit, on vous a pas dit ce week-end, c'est parti trop tôt. Absolument pas. Mais je vous dis en même temps que nous sommes... François Rebsamen maintenant. Alors là, vous savez plus. Oui, mais je vous confirme que tous, nous sommes totalement dans cette étape, gagner les élections législatives. Ah bon ? Nous faisons campagne ensemble. Et le reste, viendra naturellement, puisque Martine Aubry a indiqué qu'elle ne souhaitait pas se représenter lors du prochain congrès. Si les conditions sont réunies. On va en reparler avec Perrine Arnaud qui arrive dans un instant. Merci beaucoup, Suzette. Donc, on va parler de votre ambition qui, quand même, déclenche déjà des tirs de barrage au Parti socialiste. J'ai entendu Jean-Christophe Cambadélis qui parle d'une double faute. Si lui s'était déclaré candidat, il dit que ce serait une double faute parce que Martine Aubry est toujours là. Et puis nous sommes dans les législatives. Donc ça ne vous a pas gêné, Harlem Désir, on en parle dans un instant et on voit ça d'abord avec Tam Tranui. Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste, se verrait bien numéro 1 et il n'est pas le seul. Au PS, les appétits s'aiguisent. Le député Jean-Christophe Cambadélis, bien qu'en pleine course pour les législatives, avoue ses ambitions.
Tout le monde connaît les desiderata des uns et des autres et on verra ça en temps. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je m'en suis pas caché, ça m'intéresse, mais c'est pas le problème du moment. Le problème du moment, ce sont les législatives. Et pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, mieux vaut montrer un visage uni. Et pourtant, au Sénat aussi, on commence à se positionner. François Rebsamen, président du groupe, serait le favori de François Hollande. Gaëtan Gors, sénateur de la Nièvre, y réfléchit également. C'est vrai que j'y réfléchis très fortement. Mais j'attendrai la législative pour engager véritablement le débat. Ce qui me convainc, c'est qu'on est dans une dynamique de changement. Il faut que ce changement s'applique à toutes les échelles, à tous les niveaux. Il faut du renouvellement. Bref, il y a déjà foule au portillon, mais Harlem Désir a ses atouts. Il connaît bien les dossiers, lui qui a déjà été premier secrétaire par intérim lorsque Martine Aubry concourait pour les primaires. Son défaut, il est trop lisse et bien sérieux. Les mauvaises langues au PS parlent de manque de charisme et de rondeur. Et oui, il est loin le temps de l'exposition médiatique lorsqu'Harlem Désir, président de SOS Racisme, était considéré comme le porte-parole de la jeunesse. Un brin taquin, lui-même aurait ainsi résumé la situation. Quand on parle de moi aujourd'hui, la ligne directrice c'est « il était jeune et beau », il est devenu sérieux et chiant. Heureusement pour lui, prendre la tête du PS n'est ni un concours de beauté, ni un concours d'éloquence. Harlem Désir conserve toutes ses chances. Voilà, bonsoir Perrine Tarnaud. Bonsoir, on va peut-être revenir sur cette phrase. Il était jeune et beau, il est devenu sérieux et chiant. Vous dites c'est vieux, c'était il y a 4 ans. Pas si vieux que ça. C'était des choses qu'on disait sur moi à l'époque. Je crois que ça a beaucoup changé. Vous le pensiez, vous? Non, pas du tout. Non. Je faisais que dire ce que l'on racontait. Bon, depuis, vous avez un peu roulé votre bosse, notamment à la tête du Parti Socialiste pendant cette période d'intérim. Bon, d'abord, je veux vous dire, encore une fois, je vais répondre avec beaucoup de plaisir à vos questions, mais notre talisman, c'est l'unité. Il n'y aura pas de drame au Parti Socialiste. Nous sommes tous concentrés sur la réussite des élections législatives et la réussite du mandat de François Hollande. Est-ce qu'il y aura et une les socialistes compétition s'il n'y a pas de drame? Est-ce qu'il y aura une compétition? Elle est saine, Il y quand même, la aura compétition, un rassemblement. Ah, le choix des mots, Harlem Désir, une compétition. Il y aura un rassemblement de tous les socialistes derrière un ou une première secrétaire et nous serons tous au service de ce candidat ou cette candidate que nous aurons choisi collectivement. Mais au prochain congrès du Parti Socialiste, il y aura quand même plusieurs motions. Il faut quand même que plusieurs voix puissent se faire entendre. Franchement, on n'est pas encore dans le temps du congrès. Nous verrons quand nous y serons. Moi, ce que je souhaite et ce que je crois, c'est que nous aurons besoin de l'unité. Nous aurons besoin d'un congrès de rassemblement autour d'une seule orientation, d'une seule motion. En fait. C'est mon souhait. C'est mon souhait. C'est que nous nous rassemblions tous. Non, mais je pense qu'à partir de là, il y aura un candidat autour duquel nous nous rassemblerons. Vous ne pouvez pas empêcher des ambitions d'affleurer. Et pourquoi? Mais c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, aujourd'hui, notre seule ambition, c'est de remporter les élections législatives. Pourquoi? Ensuite, ce sera de faire en sorte que le parti... Les ambitions personnelles après que le parti... puisse être un parti qui soutient le gouvernement, qui est ouvert sur la société, qui continue le travail de rénovation, qui continue à être un intellectuel collectif, un lieu où on pense, où on réfléchit. Oui, c'est-à-dire un endroit où des hommes et des femmes qui veulent s'engager avec des intellectuels, des acteurs sociaux, des syndicalistes, des militants associatifs comme moi-même viennent débattre de la société, de ses attentes, de la façon dont on peut avancer au cours du quinquennat de nouvelles propositions, de nouvelles idées, préparer une relève, un bouillonnement d'idées et de génération. Pourquoi vous êtes le mieux désigné? Non, mais encore une fois, cette discussion, elle aura lieu au lendemain des élections législatives. Je ne veux pas vous frustrer. Vous êtes déjà candidat. Mais je n'ai fait que confirmer ce que j'avais déjà eu l'occasion de dire au moment à la fin des primaires, au moment où j'avais assumé l'intérim, que moi, je l'avais fait, je crois, avec un certain plaisir, un grand bonheur, au service des militants socialistes, et que j'étais à leur disposition, et que c'était la perspective dans laquelle je m'inscrivais pour l'avenir. Mais là, aujourd'hui, ma perspective, c'est de faire en sorte que nos candidats l'emportent dans le maximum de circonstances. On a fait un quart d'heure sur le sujet, maintenant on parle de la suite. Mais quel premier secrétaire vous seriez, vous, personnellement? Quel premier secrétaire vous pourriez être? Non, mais je ne veux pas évoquer cette question maintenant parce que ce n'est pas l'actualité. Et qu'en politique, le rythme, ça compte énormément. Le moment dans lequel nous sommes, c'est de rien dissimuler. Donc moi, je n'ai rien dissimulé, comme d'autres d'ailleurs, de ce que je souhaiterais faire pour être utile dans les années qui viennent, au service du Parti Socialiste et de ses militants. Mais là, pour l'instant, vous savez, nous sommes en train de faire une campagne rouleau compresseur. Martine Aubry a décrété la mobilisation générale pour les élections législatives.
elle-même est en déplacement chaque jour. Moi aussi, je suis allé dans des quartiers où le Front National a fait des votes importants, dans d'autres où vous êtes allé partout, c'est normal. Et c'est cela que nous allons faire pendant les 3 semaines qui viennent. Pour venir sur un plan plus personnel, premier secrétaire du PS, c'est quoi? C'est le rêve d'une vie? Vous savez, moi, ma vie, ça a été une vie d'engagement, sans plan prédestiné, sans plan de carrière. Il y a eu un engagement associatif pendant de nombreuses années, dans le mouvement pour l'égalité, le mouvement pour les droits civiques. Il y a eu un moment où j'ai voulu prolonger cet engagement associatif par une action plus politique, parce que quand on se bat... C'était prévu depuis le départ. Il n'y avait rien de prévu, mais simplement, à un moment, quand vous vous battez contre les discriminations, sur les problèmes d'intégration, vous avez aussi envie de travailler sur l'emploi, sur la politique de la ville, sur la politique du logement, sur la politique européenne. J'ai acquis une expérience à travers des mandats, notamment de parlementaires européens. J'ai travaillé, peut-être plus dans l'ombre, c'est vrai, pendant certaines années, à ce que ce Parti socialiste, ces dernières années en particulier, retrouve de la force, de la crédibilité, avec Martine Aubry, se rénove, bâtisse un projet, remporte des élections locales. C'était indispensable pour préparer la suite, commencer par gagner les régionales, les cantonales, puis préparer ce projet pour l'élection présidentielle qui a permis à François Hollande de bâtir ses propres propositions. Eh bien, nous verrons si je peux être utile encore au sein du Parti socialiste dans les années qui viennent. Vous auriez aimé rentrer au gouvernement ? Non, parce que je l'avais dit, moi, mon souhait, c'est de continuer à servir le parti. Je crois que même quand on est au gouvernement, le rôle du parti est majeur et indispensable. Mais vous auriez pu rentrer au gouvernement, parce qu'avec les nouvelles règles de probité, difficile quand on a été condamné comme vous une fois dans sa vie politique, avec les nouvelles règles établies par le gouvernement. Bon, d'abord, je crois, comme l'a dit le Premier ministre lui-même, que ce qui est en cause, c'est effectivement les cas dans lesquels la probité ou des problèmes de corruption ont été en cause. Moi, vous faites référence à quelque chose qui a été très douloureux pour moi. En 98 pour emploi fictif, biens sociaux. Qui tient à des faits qui se sont produits il y a plus de 25 ans, quand j'étais président de SOS Racisme. J'avais 26 ans, j'en ai 52. Laissez-moi répondre. Je vous remercie, puisque vous m'interrogez là-dessus. À une époque où j'étais donc président de cette association et où j'étais pris en charge par une autre association. Ce sont des problèmes qui ont été réglés sur le plan juridique depuis. Je vous signale que je n'ai pas eu d'inéligibilité, que ces faits ont été effacés et qui n'ont jamais mis en cause ma probité personnelle. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Donc tout ça n'entre pas en ligne de compte. Pour revenir sur votre ambition pour la tête du Parti socialiste, vous avez dit un instant, vous vous êtes mis bien sûr au service de la campagne de François Hollande, mais ce n'était pas votre candidat lors des primaires. J'étais l'organisateur des primaires et donc j'étais tenu à un devoir d'impartialité et j'ai essayé de faire en sorte que tous les candidats, je crois que ça a été apprécié par tous les candidats, mais ça n'était pas fondamentalement votre choix initial. Je n'avais pas à avoir de candidat. J'étais garant de la bonne organisation de la campagne au service de tous les candidats. C'était pas votre choix. Mais je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Pour vous demander si, est-ce que vous, demain, vous serez le candidat de François Hollande pour diriger le parti? Oui, d'abord, il faut, François Hollande, vous savez, il s'occupe des problèmes de la France, des problèmes de la mise en œuvre de ses engagements pour l'emploi, pour la justice sociale. Il s'occupe d'essayer de faire en sorte au G8, au Conseil européen, qu'il y ait d'autres politiques qui sont nécessaires pour notre pays. Et il a dit lui-même qu'il ne serait pas, comme l'avait été le chef d'État précédent, chef de tout, et qu'il ne prétendait pas continuer à être chef de parti. Donc je ne crois pas qu'il faille le mêler. Il respectera, il l'a dit lui-même, le choix des militants socialistes à la vie interne d'une formation politique. Rebsamen, on n'en a pas beaucoup parlé. Non, François Rebsamen, lui, il serait le candidat de François Hollande pour la tête du parti. Mais je crois que personne n'a... Enfin, à mon avis, François Rebsamen, laissez-le s'exprimer par lui-même. Je ne crois pas qu'il y aura un candidat... du président de la République qui n'a pas souhaité entrer dans ce type de relation avec le Parti socialiste, qui respectera les choix des militants socialistes. Moi, je m'entends très bien avec François Rebsamen, comme d'ailleurs avec Jean-Christophe Cambadélis ou Gaëtan Gors. Et aujourd'hui, nous faisons tous ensemble la campagne pour les élections législatives. Ce sera le leitmotiv de cette émission. Éric Zemmour, est-ce qu'il peut continuer à être chroniqueur sur une grande radio comme RTL après ses propos tenus sur Christiane Taubira la semaine dernière? C'est à la station RTL de faire ses choix éditoriaux, mais les propos qu'il a tenus à l'égard de Christiane Taubira sont odieux, sont inacceptables. Prétendre que Christiane Taubira serait animée par une haine à l'égard de l'homme blanc sont des propos diffamatoires et qui d'ailleurs
frôle le racisme. Pourquoi? Parce que c'est une femme elle-même d'origine guyanaise, noire. Elle aurait une haine à l'égard des hommes blancs. Sur quoi se basent ces allégations de la part d'Éric Zemmour? Éric Zemmour est dans la provocation, ça peut être un style, mais parfois il est dans la diffamation, et là, ça ne peut pas être accepté. Que représente Christiane Taubira pour être ainsi la cible de l'UMP? Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu douteux dans ces attaques. En tout cas, pour ce qui est de la politique pénale, ce n'est pas la droite qui va nous donner des leçons, ni en matière de justice des mineurs, ni en matière de protection des Français. Le mandat qui vient de se terminer de Nicolas Sarkozy a vu les violences aux personnes exploser, y compris celles qui ont été commises par les mineurs. Vous savez que François Hollande s'est engagé à une politique de fermeté, qui a été d'ailleurs rappelée par Manuel Valls. Manuel Valls et Christiane Taubira, chacun dans leur fonction, agiront ensemble pour recréer des centres éducatifs fermés, pour faire en sorte qu'il y ait une sanction dès les premiers délits pour les mineurs. Mais c'est vrai qu'il faut de la prévention et de la sanction si on veut être efficace en matière de lutte contre la délinquance des mineurs. L'UMP la voit en tout cas comme une rente de situation, Madame Taubira, puisqu'elle est associée à un certain angélisme et un certain laxisme. Vous avez regardé de très près les sondages Harlem Désir. 60% des électeurs de François Hollande se sont prononcés par rejet pour Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire que beaucoup de ces électeurs-là peuvent accepter le tribunal correctionnel pour les mineurs récidivistes et peuvent accepter, par exemple, les peines planchées. D'abord, il n'y aura ni laxisme ni angélisme. Il y aura la fermeté. François Hollande avait même eu une formule très ferme dans son meeting du Bourget en disant que la République ira chercher tous les voyous, que ce soit les voyous de la finance ou ceux qui se comportent mal au pied d'une cage d'escalier. Mais il faut pour cela remettre des moyens. La droite a supprimé 10 000 postes de gendarmes et de policiers. Elle a supprimé des moyens dans la justice. Et donc l'objectif de Christiane Taubira, ce n'est pas de faire des annonces fracassantes, c'est de faire en sorte qu'il y ait une justice efficace qui puisse prendre des mesures vis-à-vis de tous les jeunes qui sont en situation de rupture. Des mesures de sanction, c'est indispensable, mais aussi des mesures de prévention. Et le travail de Manuel Valls, c'est d'engager le dialogue avec les policiers qui étaient dans un malaise absolument incroyable au moment de la passation de pouvoir et de rétablir des postes pour la police de proximité. De voir comment fonctionne ce duo entre la justice et l'intérieur. On va finir, Michel, classique. On va finir l'émission avec notre partenaire Orange et l'application TV Check. Il y a une question qui vous est envoyée par Samuel Lefort. Que pensez-vous de Yasmina Benguigui et de son antiracisme? C'est-à-dire grosso modo la discrimination positive, donner la priorité au beurre à compétences égales dans la société française. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, Yamina Benguigui est aujourd'hui en charge de la situation des Français de l'étranger et de la francophonie. Donc elle va mettre en œuvre, la politique du gouvernement dans ce domaine qui est son domaine de compétence. C'est une militante antiraciste. C'est un poste qui a été créé sous l'ancien quinquennat. On avait dit que c'était vraiment un poste uniquement électoral. On s'en souvient. Non, vous savez que les Français de l'étranger vont avoir pour la première fois des députés. Ils avaient uniquement des sénateurs. Ministériel, ils ont des problèmes de scolarisation, ils ont des problèmes, ils sont de plus en plus nombreux, c'est une bonne chose pour la France. Et donc Yamina Benguigui va être en charge notamment de leurs problèmes consulaires et de leurs problèmes sociaux. Pour ou contre la discrimination positive, juste pour répondre à notre internaute? Moi je suis pour l'égalité républicaine, je ne suis pas pour pratiquer des discriminations sur la base de l'origine. Mais je suis favorable à ce que par exemple dans les quartiers où il y a le plus de difficultés, il y ait des mesures de renforcement des moyens de l'école, comme des moyens de la police. Donc ce n'est pas une discrimination positive pour des individus en fonction de leur origine, mais pour des quartiers, pour des catégories sociales en fonction de l'inégalité qu'ils subissent. François Hollande, dans le 20h de France 2, vous avez dit, on l'a compris au cours de cette émission, législative, c'est du matraquage. Au moins ce message est passé. Ah oui, c'est du matraquage médiatique du chef de l'État. Là, on va lui reprocher d'être déjà de retour sur les écrans. Mais nous verrons ce que François Hollande dira ce soir. Il rendra compte, je crois, des premiers pas de son gouvernement, de ce président citoyen, proche des gens, mais de ce président souverain aussi, dans l'action, sur le plan international, qui a remis des grands sujets, notamment celui de la croissance et de l'emploi, au cœur des sommets européens. On vous remet votre label d'unité au Parti Socialiste. Merci beaucoup. Là, vous le méritez, en lettres d'or. Merci. Le blason unité. Voilà, merci à vous. À très vite. Bonsoir à tous.
La politique Sénat, c'est le nouveau rendez-vous de Public Sénat sur l'actualité politique version numérique. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web, de décoder les stratégies des candidats sur le net. En 2 mots, je serai tout tweet pour rendre compte de vos conversations citoyennes sur les réseaux sociaux. La politique Sénat, jeudi à 22h30 sur Public Sénat. D'une campagne à l'autre, direction la Seine-Saint-Denis, un département où la gauche est majoritaire et la droite malmenée, y compris dans son fief de Drancy. Rencontre ensuite avec la sociologue Céline Braconnier, spécialiste du vote dans ce département populaire. La Seine-Saint-Denis est département jeune et populaire, souvent résumé à ses quartiers sensibles et aux violences urbaines, plus rarement à son dynamisme économique. Fief historique de la gauche, ancienne ceinture rouge de Paris, c'est ici que Jean-Luc Mélenchon a réalisé son meilleur score au premier tour de l'élection présidentielle, record national également pour François Hollande au second tour. Quel choix feront les électeurs? La droite est-elle menacée dans les 4 circonscriptions qu'elle détient? Direction Drancy, Le Bourget, Montreuil, c'est parti. Le 6 mai dernier, les électeurs de Seine-Saint-Denis ont offert à François Hollande son meilleur score national devant son fief corrézien, 9 points de mieux que Ségolène Royal en 2007. Un score écrasant qui pourrait renforcer encore un peu plus l'hégémonie de la gauche dans le département aux prochaines élections. Des partis de gauche en position de force qui ont tout de même échoué à trouver des accords sur des candidatures uniques et qui, depuis le redécoupage de 2010 et le passage de 13 à 12 circonscriptions, ont perdu un siège conquis par le Parti socialiste en 2007. La participation toujours moins élevée aux législatives qu'à la présidentielle devrait être déterminante le 10 juin prochain. Aujourd'hui, ce sont vers les 4 circonscriptions détenues par la droite que tous les regards et les appétits de la gauche se tournent. Pour l'occasion, Jean-Christophe Lagarde a remis sa veste jaune, celle qui lui avait porté chance en 2001 lorsqu'il avait enlevé la mairie de Drancy aux communistes. Bonjour. Ça va bien? Jean-Christophe Lagarde est en campagne. Le député de centre-droit enchaîne réunions d'appartements, marchés et meetings. Au second tour de la présidentielle, la circonscription avait voté François Hollande à plus de 60%. Ça va bien? Vous venez quand? C'est absolument pas une nouveauté puisqu'en 2007, je crois, Ségolène Royal avait fait 57% et j'ai été élu avec 60% un mois après. Les gens savent bien faire la différence entre une élection présidentielle, elle est terminée. On peut vouloir la jouer éternellement, mais elle est terminée. Maintenant, c'est l'élection législative et il y a d'autres enjeux dans cette élection que l'élection présidentielle. Je voulais vous demander, alors finalement, c'est où la réunion? Saturés de politique pendant la présidentielle, les badauds ne s'arrêtent pas, ou peu, sauf ceux qui reconnaissent Monsieur le maire de Drancy. Un bilan municipal utile dans cette campagne. Donc il doit y avoir une raison que les gens ils sont contents. On vote pour un homme local. Enfin moi je vote pour un homme local. Pas spécialement pour la politique. Je tombe que sur des militants à la garde aujourd'hui, à part qu'il n'y a que ça sur le marché. Balayée en 2001, la gauche n'a toujours pas repris ses marques. Peu d'élus, peu de moyens et une campagne qui commence à peine. C'est la campagne de Milouda, notre candidate législative. Ça va bien? Ouais. Milouda Latrèche, la socialiste vient des Yvelines et elle entend bien profiter de l'effet Hollande pour réussir son parachutage en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait en 5 ans? Bon, on a eu un député qui uniquement travaille sur Drancy, Bobigny s'en plaint, ne le voyait pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Balbiniens? On ne peut pas parler du Bourget parce que le redécoupage est arrivé après, mais je pense qu'il ne répond pas aujourd'hui aux attentes. Et puis il a quand même soutenu, c'est le soutien de Nicolas Sarkozy, donc je pense qu'il a une part de responsabilité dans le gouvernement qui était anciennement sarkozyste. Autour de la table, des chefs d'entreprise récemment acquis au socialisme. Tu t'étais orienté sur Borloo, toi, à une époque Ou alors la vie l'a abandonné et donc j'ai pas cherché à aller plus loin.
Une campagne à front renversé, mais qu'importe la candidate, pourvu que la gauche ait les moyens de gouverner. Je pense que les Français sont suffisamment éveillés pour se rendre compte que si François Hollande n'a pas la possibilité de gouverner ce pays, on va en cours à une catastrophe. Parce qu'une cohabitation serait une cohabitation, ce serait un massacre, quoi, hein. À Montreuil, autre circonscription emblématique de Seine-Saint-Denis, ce jeune militant communiste rêve tout haut d'une assemblée de gauche. On est à 30% pour le score de Mélenchon ici. Ça va, tu vas bien? Ça va, comme tu veux? Oui, toi? Ces militants communistes de la cité de Lannou ont le moral regonflé à bloc depuis la présidentielle. Merci Marie-Louise de nous accueillir dans ton château. Ici, dans ce quartier populaire, Marie-Georges Buffet en 2007 avait péniblement atteint les 5%. Alors, pour les militants communistes, tous les espoirs sont permis. Déjà, on va commencer par les législatives. Oui. On va mettre beaucoup de députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Ah oui. On a réussi à récupérer beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas du tout aller voter, qui ont un rejet total de la politique parce que tout se pourrit. Et le fait de se reconnaître dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça qu'ici on est le meilleur bureau de vote du quartier de Lannou sur toute la ville de Montreuil. C'est la faucille et le marteau, c'est un monument qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Donc plus jeune, on s'amusait à escalader dessus, on ne savait pas qu'est-ce que c'était, quoi. Et plus on a grandi et on a pris conscience qu'en fait c'était la faucille et le marteau du Parti communiste. Mais les scrutins se suivent et ne se ressemblent pas. Au parc